Mesdames, Messieurs, j'ouvre la séance du Conseil municipal. Je vais donc commencer, comme à l'accoutumée, par la liste de présence. L'appel Alexandre Joly, Bernard Duclos. Présent. Fleur Usterholz. Présente. Patrick Cadiou. Présent. Ingrid Cavray. Présente. Grégory Leclerc. Présent. Paul Dang. Christophe Goulle. Présent. Marie-Michel Hamon. Jean-François Sirot. Présent. François Hurtel. Alexandrine Ferrand. André Saudemont. Marie-France Breguet. Jean-Pierre Garnier. Freddy Bailly. Martine Navicunia. Monique Dufourny. Alain Moyon. Jean-Patrick Wurs. Chantal Dufaux. Bertie Hurard. Romuald Ruiz. Cédric Collet. Laurence Madès. Laurence Lamblin. Voilà non plus. Stéphanie Gomet. Madame Anne-Sophie Goutier a donné pouvoir à Madame Cavray. Monsieur Jean-François Mourtou. Madame Anne-Sophie Jacques a donné pouvoir à Monsieur Bertrand. Monsieur Romain Bertrand. Monsieur Julien Vialard. Monsieur Jacques Grimond. Présent. Eliane Bosselard. Henri Vodka. Yannick Giroux. Monica Bellala. Guillaume Hugo. Madame Annick Pousse donne pouvoir à Madame Bellala. Secrétaire de séance, il vous est proposé Julien Vialard. Y a-t-il d'autres candidats? Qui est contre? Abstention à l'unanimité. Félicitations, Monsieur Vialard. Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 26 septembre 2019. Y a-t-il des questions? Je vais donc passer au vote. Qui est contre? L'opposition? Toute l'opposition? Sur l'adoption du procès-verbal. Vous votez comment? La dernière fois, vous aviez pas voté contre, Monsieur Giroux. Là, quel est votre vote? Je sais pas. Pardon? Non, non. Là, il y a quelques. La dernière fois qu'il était là, c'était la première fois qu'il y avait la retransmission. Il n'avait pas voté contre, en disant c'est ce qu'on demandait depuis que ce temps. Donc j'ai bonne mémoire. Pardon? Je suis cohérent. D'accord. Donc vous ne votez pas contre. Voilà, l'ensemble de l'équipe, sauf M. Giroux, vote contre. Relevé des décisions. S'il vous plaît, vous arrangez ça en dehors de cette salle. Relevé des décisions prises par le maire. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Bellala. Oui, je vous remercie. Il y a plusieurs points qui concernent la signature de contrat concernant la fourniture de chaleur pour les bâtiments municipaux. Donc, nous avons demandé au service la convention type qui nous l'a transmise et je les en remercie. Je pense que on vous demandera prochainement le bilan financier sur le mandat du coût de raccordement, enfin tous les travaux qui ont été effectués pour le raccordement au réseau et puis le coût pour le coût de chauffage des bâtiments municipaux. Mais à propos de ces bâtiments, est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire et nous dire à quoi correspondent, s'il vous plaît, les bâtiments qui sont situés 18 et 18 bis rue Gambetta? Oui, je vous remercie. Pardon, la DRH, la DAS et le service informatique. Je crois que c'est inscrit sur le... Il n'y a pas d'autres questions? Je vais donc passer à l'ordre du jour. Présentation du rapport d'activité du syndicat Sivom. Monsieur Saudemont. Le Sivom compte actuellement 41 communes réparties dans les sections suivantes: fourrière, animal et véhicules, centre de secours, CSAPA, centre de soins d'accompagnement et de prévention, addictologie, vignes, aire d'accueil des gens du voyage. En application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, le président d'un syndicat mixte adresse chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement.
Ce rapport fait l'objet d'une communication au conseil municipal. Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de prendre acte du rapport d'activité du syndicat Sivom pour l'année 2018 et tel qu'annexé. Y a-t-il des demandes d'intervention? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Abstention? Pour? Pardon? Oui, enfin, c'est une présentation. Pour prendre acte, donc le vote est simplement pour effectivement prendre acte. Donc, comme il n'y a pas d'opposition, nous allons pour le Citru. Je vais passer la parole à Monsieur Jean-François Sureau. Par courrier réceptionné le 30 septembre 2019, le syndicat a adressé à la ville la délibération portant sur l'adhésion du Citru de la communauté d'agglomération Saint-Germain à Boucle-de-Seine pour le compte des communes de Maisons-Laffitte et le Port-Marly. Cette adhésion concerne la compétence traitement des déchets ménagers assimilés à compter du 1er janvier 2020. En application de l'article L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante de chaque membre doit se prononcer d'une part sur les nouvelles adhésions et d'autre part sur la modification des statuts en découlant. Compte tenu de ces éléments, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de valider l'extension du périmètre du Citru et des statuts modifiés tels qu'annexés. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Pour? À l'unanimité. Je vous remercie. Alors, réadhésion à l'association Pleine d'Avenir, Monsieur Cadieux. L'association Pleine d'Avenir 78, créée le 12 décembre 2012, vise à fédérer les différents acteurs locaux autour d'un projet de territoire pour la préservation et la valorisation des espaces agricoles et naturels et un développement durable dans la plaine agricole. Véritable lieu de concertation entre les acteurs locaux et d'initiation de projets, elle a pour vocation de mettre en place des actions concrètes pour la valorisation des espaces agricoles et naturels et de sensibiliser la population et les institutionnels à l'importance du maintien des terres agricoles en milieu périurbain. Pour l'année 2019, la cotisation pour les communes a été fixée à 0 € par l'Assemblée générale de l'association qui s'est tenue le 18 mai dernier. Compte tenu de l'intérêt pour la ville de maintenir son adhésion, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de réadhérer à l'association Pleine d'Avenir 78 et de désigner un représentant. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Avant de passer au vote, oui, Monsieur Vodka. Oui, concernant une élection mineure, me semble-t-il, par rapport à d'autres sujets plus importants, ne peut-on pas imaginer que dans ce type de présentation et d'élection, vous pourriez avoir peut-être la possibilité d'aider un petit peu l'opposition? Nous ne sommes pas des opposants, nous sommes des élus. Et quelque part, ça permettrait peut-être de créer une complémentarité. Et si vous aviez, je sais que le vote il sera peut-être un peu tranché, mais quelque part, nous pourrions peut-être avoir de temps en temps l'opportunité de postuler et peut-être avec votre accord, bien entendu par rapport à votre influence au niveau du conseil municipal, avoir la possibilité d'ouvrir davantage, car nous sommes des compléments à la vie locale. Et voilà, c'était simplement une observation que j'aurais dû faire depuis longtemps d'ailleurs. Oui, mais dans certains cas, quand c'est possible, que ce soit le CCS ou un certain nombre de choses, on ouvre, mais là, c'est la règle et c'est la loi. Et en même temps, il y a une équipe qui est chargée de mener l'action municipale avec une opposition qui a un rôle et qui n'empêche que sur le retour, vous avez tout à fait votre rôle à jouer. Et que là, c'est la règle simplement que l'on applique et rien d'autre. Donc, si vous faites changer la règle, adressez-vous à votre parlementaire le plus proche ou à l'État, mais c'est tout à fait, j'allais dire, réglementaire. Et il n'est pas question dans une instance, lorsqu'il n'y a qu'un seul représentant, que les gens qui sont chargés de prendre et d'assumer les responsabilités, y compris devant le pénal, soient représentés par d'autres personnes qui n'aient pas cette responsabilité. Donc c'est ainsi que sont les règles en démocratie.
Oui, Monsieur Vodka, statutairement, en fait, la représentation par commune est définie dans les statuts de l'association. Il y a un représentant par ville. Il n'y a pas 2, 3, 4 représentants par ville. Par contre, en revanche, si vous lisez effectivement les statuts ou l'activité de cette association, qui n'est pas nouvelle, hein, on est en convention depuis 2012, vous avez tout loisir d'adhérer à Plaine d'Avenir en tant qu'effectivement particulier, hein, sans aucun problème. Moi, Patrick, j'ai déjà participé, donc, notamment pour la salade dans les plaines de Montesson, et vraiment, je l'ai fait d'une manière tout à fait ouverte. Il n'y avait pas d'échange politique, c'était simplement des éléments qui me semblaient, je dirais, locaux par rapport à la préservation de l'environnement. Et puis, il y avait une communauté d'intérêts. Il n'était pas question de droite, ni de gauche, ni de centre, ni de quoi que vous vouliez. Donc, moi, je le posais, même si les statuts le définissent. Quelque part, on peut peut-être émettre le souhait qu'un jour ou l'autre, pour des activités de cette nature qui ne portent pas conséquence au leadership politique, il y ait aussi, je dirais, des actions communes, ce qui permet d'ailleurs d'ouvrir davantage à l'autre et de mieux se comprendre, notamment à l'occasion de sorties de cette nature qui sont tout à fait bienveillantes et puis pour lesquelles il n'y a pas d'opposition. Voilà, donc c'était simplement un souhait pour l'avenir si éventuellement ça peut se présenter. Je vous remercie. Mais je crois que rien n'empêche effectivement votre investissement au sein de cette association. Seulement les statuts de l'association définissent qu'il y a un seul représentant par ville. Voilà, vous pouvez très bien agir. C'est pas le titre qui fait l'action que l'on mène à droite à gauche. Merci de rappeler que vous êtes présent dans cette association pour les salades. Oui, Madame Bellala. Écoutez, c'est simplement une explication de vote. Suite aux échanges qui viennent d'avoir lieu, nous n'allons pas prendre part à ce vote puisque nous ne sommes pas en fait concernés. Je vous remercie. On vient de vous expliquer que tout le monde est concerné. Mais il y a une représentation, j'allais dire, tout à fait normale, mais je ne suis pas étonné, Madame Bellala. Monsieur Giroux. Oui, merci, Monsieur le maire. Oui, l'adhésion de la commune à cette association Plaine d'Avenir est nécessaire. Mais puisque nous en sommes au moment des souhaits, moi, mon souhait, c'est que toutes les communes qui y sont représentées agissent dans le même sens et que les objectifs de cette association, notamment le développement durable de la plaine, mais aussi sa préservation, soient respectés. Et j'ai quand même l'impression, pour circuler un peu dans la boucle, que cette plaine, eh bien, elle est régulièrement grignotée, qu'il y a un mitage qui s'opère progressivement tout autour, sur ses extrémités, et j'ai la crainte qu'à un moment donné, le projet d'échangeur avec la 14 revienne sur le tapis. Et j'aimerais que cette association ne se contente pas des sorties auxquelles j'ai déjà participé, notamment de nettoyage de la plaine, mais s'engage plus fermement sur le développement et la préservation de celle-ci. C'est un point sur lequel on peut tout à fait tomber d'accord, non seulement parce qu'il y a déjà eu des interventions dans ce sens, à vrai dire, avant, je me souviens, d'ailleurs, certains élus ont changé d'avis sur le sujet. Ils ont tour à tour été contre, maintenant ils sont pour, quelles que soient les raisons. Le minimum des minimums est d'abord de faire une étude d'impact et de savoir quelles seraient les conséquences, non seulement en termes de développement, mais en termes de saturation de notre boucle, déjà en termes de circulation. Et ce travail lui-même n'a pas été fait, ce qui nous permettrait d'avoir un avis étayé, quel que soit notre avis sur la question. Mais pour l'instant, et en l'absence de cela, l'ouverture de la 14 me semble quelque chose qui serait complètement anormal. Ouvrir cette autoroute sans en connaître les conséquences, ça me semble être un minimum pour prendre une décision politique. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention?
Est-ce qu'on peut faire un vote à main levée ou un vote majorité au scrutin secret? Est-ce que personne ne demande le scrutin secret? Nous avons, nous, comme candidate, Madame Breguet, qui, depuis le début, travaille dans cette association. Y a-t-il... Oui. Oui, je voulais dire que je suis à Plaine d'Avenir depuis déjà plusieurs années et qu'on travaille en ce moment à une création d'une ZAP, une zone agricole à protéger, qui est déjà bien avancée, et que tous les agriculteurs des terrains agricoles de l'Île-de-France sont très aptes à protéger, nous aider à protéger, et ont voté ça. Donc l'échangeur à la 14, en ce moment, la mairie de Montesson, qui a les 3/4 de terrain sur la plaine, est tout à fait contre. Et tant que ce sera la politique de la ville de Montesson, il n'y aura pas d'échangeur, parce que c'est impossible de gérer après les circuits de voitures, des petites routes avoisinantes qui vont vers le Vésinet ou vers Carrière, quoi. Donc en plus de ça, les agriculteurs, on est en tout le temps les réunions, j'ai beaucoup de réunions en semaine, tous les conseils d'administration, toutes les réunions. Il n'y a pas que la fête de la salade et les nettoyages, il y a beaucoup de choses avec les agriculteurs. C'est la maîtrise du foncier qu'il faut, parce que les propriétaires, il y a une multitude, ils attendent que ça dépasse les 4 € de l'hectare. Et en plus, les agriculteurs sont vraiment effondrés des déchets sauvages, des pigeons, et qui leur créent énormément de nuisances. Et puis aussi, ils essayent de faire le maximum pour que ce soit une agriculture sans pesticides, mais c'est pas toujours évident, quoi. Il faut une agriculture raisonnée. Mais ils ont des enfants qui continuent, ils n'ont qu'une envie de vendre, mais ils sont quelquefois un peu découragés. Donc on est là aussi pour les soutenir. Moi, je voudrais simplement rappeler que le début de la communauté d'agglomération Boucle de Seine part d'une association et d'une association de ville qui était pratiquement l'ancienne communauté d'agglo, qui était la défense de la plaine de Montesson, alors que chacun des gouvernements avait des idées fabuleuses sur cet espace qui, vu d'hélicoptère, était, après le bois de Boulogne, la première espace vert et le premier poumon qui se profilait. Donc on est bien dans cet esprit et on continue dans cet esprit. Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on fasse un vote à main levée? Pas d'objection? Nous allons donc présenter Madame Breguet. Y a-t-il d'autres candidats? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Pour? À l'unanimité. L'opposition ne prend pas part au vote. Élection des représentants au conseil d'administration du collège Lamartine. Madame Russerols. Alors donc, la composition du conseil d'administration d'un collège diffère en fonction du nombre d'élèves inscrits au sein de l'établissement. Donc, le collège Lamartine, accueillant aujourd'hui plus de 600 élèves, et l'article R421-14 du Code de l'éducation ayant été modifié en 2016. Donc, on peut aujourd'hui procéder à la désignation d'un représentant titulaire de la commune et d'un représentant suppléant pour la commune, sachant que le conseil d'administration doit désormais comprendre 2 représentants de la commune, siège de l'établissement, ou, et c'est le cas pour nous, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune. Donc, il s'agit de désigner un seul représentant titulaire et un seul représentant suppléant pour la commune dans ce cas-là. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Nous allons donc passer au vote. L'appareil, excusez-moi, avant de monsieur présenter... le maire, Oui, excusez-moi, je vous ai coupé, mais j'avais levé la main, mais pas suffisamment. Je voulais simplement dire qu'il ne s'agit pas de moins de 600 élèves, mais de plus de 600 élèves. C'est ce qu'il fallait redire. Pardonnez-moi. Voilà. Et c'est ce qui est mis sur le point numéro 4, accueille désormais plus de 600 élèves. Oui, c'est une confirmation, mais ça avait été dit. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord pour un vote à main levée, Madame Bellala? Même remarque que précédemment, nous ne prenons pas part au vote. Je vous remercie. D'accord.
donc c'est le rôle de l'exécutif de prendre ses responsabilités. Nous allons donc proposer M. Romain Bertrand en titulaire et Mme Breguet en qualité de suppléante, qui l'était déjà, hein, puisque c'est simplement, j'allais dire, une question administrative qui fait qu'on repasse au vote ce soir. Qui est contre? Abstention? Pour? Unanimité. L'opposition ne prenant pas part au vote. Alors, le point suivant, le point 5, est retiré de l'ordre du jour et je vais m'en expliquer. Il va repasser pour des questions de clarté lors du prochain Conseil, mais la liberté que l'on avait donnée et qui sera d'ailleurs à nouveau retranscrite dans la prochaine, comment dirais-je, prochaine délibération, mais il nous manquait quelque chose puisqu'on s'est aperçu que d'ores et déjà, notamment une équipe visiblement candidate à louer des salles et au dernier moment ne tient pas, j'allais dire, réunion. Ce qui nous pose problème parce qu'on sait qu'à Houille, il y a toujours, en général, ça peut changer, 5-6 équipes municipales qui se présentent, que l'on ne peut pas arrêter toute la vie associative et qu'à ce titre, il y a lieu de faire quelque chose d'équitable pour l'ensemble des équipes qui auraient besoin de ces salles. Donc simplement, ce point est retiré de l'ordre du jour, compte tenu des derniers événements qui se sont passés, pour pouvoir repréciser les choses. Oui, Madame Bellala. Pardon, en fait, je comprends pas. Je suis désolée, je comprends pas bien le rapport entre le fait qu'il y ait déjà des salles qui étaient réservées et je comprends pas en fait. Qu'est-ce qui va changer dans la prochaine délibération, dans la délibération réactualisée? Qu'est-ce qui changerait, par exemple? Eh bien, la précision qui sera apportée pour l'ensemble, c'est que le nombre de salles attribuées dans la mesure des possibilités sera le même pour tous les candidats. Et là, d'ores et déjà, et sur la durée. C'est-à-dire à chacun d'organiser en fonction des besoins, parce qu'effectivement, on ne peut pas libérer toutes les salles, même si on a prévu que pour des élections, il fallait libérer un certain nombre de soirées. Mais là, tel que c'est écrit, chacun pourrait faire dès maintenant réserver un nombre de salles, ce qui a été fait, et quand elles ne sont pas utilisées, c'est pénalisant pour tout le monde, y compris pour les autres. C'est tout simplement ça. Et c'est ce qui vient de se passer. Donc je suis désolé. Oui, monsieur. Oui, est-ce que je peux me permettre une remarque que je voulais faire dans le cadre de cette délibération? C'est concernant votre tableau. Est-ce qu'on pourrait, donc, du coup, dans la réactualisation, avoir des précisions? Parce que je me suis posé la question. Vous parlez de gratuité pour 2 utilisations par mois, pour la salle Marceau et Michelet, et gratuité pour une utilisation par mois pour Triplex et Cassin. Et s'il y a un panachage, c'est-à-dire si on prend Cassin, est-ce que on peut avoir 2 fois Marceau et Michelet, si vous voyez, c'est au niveau de la clarté. Ça confirme qu'on doit le préciser. C'est-à-dire que la gratuité sera accordée, sauf si, pour la salle, il y a besoin d'un gardiennage. À ce moment-là, on fait rembourser les frais de gardiennage, mais normalement, on devrait s'arranger pour qu'il y ait gratuité pour l'ensemble. C'est-à-dire c'est un droit, et en termes pour faire vivre la démocratie, certains qui se présentent et qui n'ont pas forcément derrière eux un parti politique, pour donner, j'allais dire, la même accessibilité à toutes les sensibilités de pouvoir tenir réunion publique, eh bien la gratuité, c'est le principe que l'on va adopter, sera pour tous. Néanmoins, il y aura là aussi, j'allais dire, et vous avez raison de le souligner, ça sera réparti harmonieusement. Alors si vous avez une idée par rapport aux documents, vous pouvez toujours vous rapprocher de Patrick Cadieux puisqu'on va refaire cette note pour la prochaine fois en disant qu'il peut y avoir un panachage. C'est-à-dire, il y a les grandes salles qui sont plus dures à obtenir et qui seront gérées d'une certaine façon, et les autres petites salles qui, elles, auront, j'allais dire, un peu plus de possibilités. Enfin, quand j'appelle petites salles, c'est des salles qui peuvent tenir entre 30, 50, 80. Ce qu'on demande, c'est de bien faire attention, d'abord qu'il y ait un responsable qui, ne serait-ce que pour les clés, et puis en termes, j'allais dire, de sécurité, qu'il y ait un responsable, et deuxièmement, qu'il y ait bien une définition de l'utilisation de la salle.
Parce que dans le cas contraire, et on l'a vu encore ces derniers temps, lorsque la salle est utilisée à d'autres fins ou que le nombre de personnes ne correspond pas au calibrage, à la jauge de cette salle, cela pose des problèmes à la fois de sécurité et pour laquelle on ne serait tenu pour responsable. Donc l'idée, c'est de faciliter l'accès à ces salles. Vous avez raison, il peut y avoir des panachages. C'est-à-dire que dans les petites salles, l'idée, c'est pas de... Par exemple, entre Marceau et Michelet, eh bien, s'il y en a une de disponible, ça compte comme une présence. Et c'est là-dessus que l'on travaille. D'accord, je vous remercie. Il peut y avoir panachage. Oui, en fait, c'est... Alors, il y a deux séries, hein, grande salle, plus petite salle. J'ai bien compris, merci. En fait, ce que je voulais faire remarquer, c'est ce qui est noté, toute salle confondue, entre parenthèses, quoi. Pour moi, ça porte à confusion, pour savoir. Mais enfin, bon, alors, je verrai avec M. Cadiou. On le précisera. Toute salle confondue par entité, petite salle et grande salle. Voilà, c'est ça ce que je voulais savoir. Merci. Merci. Le point suivant, approbation du projet de démolition-reconstruction du bâtiment 8 rue Félix Toussaint en vue de l'accueil d'une maison médicale. Monsieur Duclos. Alors, sur Houille, comme sur de nombreuses autres communes, les risques d'une désertification médicale existent. Départ en retraite de médecins sans remplacement, difficultés d'installation de nouveaux praticiens liées notamment aux nécessaires mises aux normes des cabinets, raréfaction des médecins spécialistes et plus largement des professionnels de santé. Afin d'affirmer le premier constat, la ville a commandé en 2018 une étude cofinancée par l'ARS, l'Union régionale des professionnels de santé, l'URPS, et la commune. Cette étude qui a été réalisée par l'URPS permet aujourd'hui de mieux cerner les besoins de la commune en matière d'accès aux soins. Elle a également permis d'initier un dialogue avec les professionnels de santé afin d'envisager la réalisation d'un projet visant le développement de l'offre de soins sur le territoire et la venue de nouveaux médecins généralistes. L'état des lieux réalisé par l'URPS met en exergue des médecins en exercice qui vieillissent, des jeunes générations qui ne suffisent pas à assurer le renouvellement de la médecine générale, la raréfaction des spécialités comme l'ophtalmologie, la gynécologie obstétrique spécifiquement touchées, et d'autres types de pénuries comme les dentistes, kinés, orthophonistes. Par ailleurs, la répartition des professionnels de santé sur le territoire est hétérogène et la demande de soins en augmentation, mais aussi plus exigeante. Soucieuse de répondre aux besoins des Auvillois, dans le cadre du développement du territoire, la ville souhaite réaliser un pôle médical en centre-ville qui contribuerait à maintenir l'offre de soins sur la ville. Un immeuble municipal composé de plusieurs étages, situé au 8 rue Félix Toussaint, pourrait accueillir ce projet. Situé en centre-ville et proche de la gare de Houille-Carrière, l'accès au lieu est très facile pour des professionnels de santé. Les transports sont nombreux, notamment la desserte de Paris. La concertation avec les professionnels de santé intéressés a permis d'envisager dans un premier temps une implantation en R+2 et R+3 du bâtiment avec une possible extension du R+2 et du R+3. Cependant, les contraintes du bâtiment existant, les obligations de performance énergétique, ainsi que le souhait de répondre de manière optimum aux besoins des professionnels de santé engendraient une réhabilitation très lourde sur la structure existante sans parvenir à apporter toutes les solutions optimum. C'est pourquoi la perspective d'une démolition-reconstruction d'un bâtiment neuf a été jugée plus pertinente. Ce pôle médical sera situé au 2e et 3e étage de l'immeuble. Chaque niveau disposera d'une surface de 317 mètres carrés, dont 295 mètres carrés de surface utile, soit une surface totale de 634 mètres carrés, dont 590 mètres carrés de surface utile. Le coût de l'opération est estimé à 2 575 162 € hors taxes. Ce projet peut bénéficier de financement du Conseil départemental dans le cadre de l'appel à projet maison médicale ainsi que de l'Agence régionale de santé. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le projet de démolition-reconstruction du bâtiment du 8 rue Félix Toussaint afin d'accueillir au 2e et 3e étage la nouvelle construction d'une maison médicale, de préciser que ce projet
aura une surface totale de 634 m², dont 590 m² de surface utile, pour un montant global de 2 575 162 € hors taxes, de prendre acte du plan de financement joint et notamment de la sollicitation d'une subvention du département des Yvelines au titre de l'appel à projet maison médicale, et enfin d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce projet. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Madame Bellala. Oui, je vous remercie. Il y a tout à l'heure une question orale sur ce sujet, donc je ne vais pas vous poser toutes les questions là, mais il y a quand même 2 points qui sont importants avant de voter, je pense. Le premier point, c'est est-ce que la maison de santé sera sous maîtrise d'ouvrage communale? Donc ça veut dire, est-ce qu'elle appartiendra bien à la commune et non au département? Parce que l'appel à projet du conseil départemental permettait de réaliser 2 types de maisons de santé, des maisons sous maîtrise d'ouvrage communale. Donc la maison est alors la propriété de la commune et, sauf erreur, ou alors j'ai mal compris sur le site, la subvention accordée est en fait une avance qui serait remboursable. Et si c'est une maîtrise d'ouvrage départementale, donc c'est le département qui finance intégralement le projet, mais dans ce cas, il est propriétaire de la maison de santé. Et l'autre point qui n'a pas été bien expliqué, c'est que le plan de financement qui est proposé, là, il est proratisé. Donc en fait, ce n'est pas le coût total des travaux qu'on vote ce soir. Vous avez proratisé le plan de financement au projet de la maison de santé. Donc quel sera le coût total de destruction du 8 rue Félix Toussaint et de la reconstruction de l'immeuble? Je vous remercie. Oui, alors vous avez raison sur les 2 façons dont ce type d'établissement est financé par le conseil départemental. Nous n'étions pas prêts lorsque l'appel à concours et à candidature a été fait. Néanmoins, le département a accepté de rajouter ce projet, puisque, en fin de compte, nous travaillions sur d'autres projets sur ce site au départ, ou du moins, ce n'était pas évident que cela puisse se faire, notamment compte tenu d'un bâtiment ancien qui est toujours un peu compliqué à remettre en œuvre, surtout de refaire des plateaux et en termes d'accessibilité. En ce qui concerne le rez-de-chaussée et le premier étage, j'aurai l'occasion de vous répondre tout à l'heure. Il faut savoir que là aussi, ce qui coûtait le moins cher, c'était d'aménager les 2 derniers étages. Alors attention, il y a 4 niveaux. C'est-à-dire quand on dit R+2, R+3, en fin de compte, c'est les 2 derniers niveaux. Le bâtiment et le volume restera le même. Simplement, il y a quelques marges on a tendance à dire R+1 alors que c'est le rez-de-chaussée et qu'il y a 3 étages. Donc on est parti sur un même volume. C'était une de vos questions. La deuxième, c'est que la demande et la discussion qu'il y a eu avec le département était de dire sur ce projet et sur ces travaux qui étaient à 2 100 et quelques mille, 2 133 000 l'estimation qui était faite pour la réhabilitation, eh bien, c'est le prix du neuf. Le prix du neuf, c'est 2,5 millions. Donc, le département, en discutant avec nous, donc ça s'est fait assez rapidement, et ça nous permettait de régler aussi le problème du rez-de-chaussée et du premier étage, puisque là, il y a une cage d'escalier qui prend l'ensemble, plus les 2 entrées qui reprennent une partie, donc même en termes de surface, puisqu'on avait besoin de surface pour les professions médicales, l'idéal était quand même de faire, en termes de réhabilitation, de faire du neuf change les choses. C'est-à-dire que ça permet, alors d'abord la différence entre si je prends uniquement les 2 derniers étages, dont les travaux de réhabilitation étaient à 2 133 000. Au prorata, en construction neuve, on est à 2,5 millions, soit 400 000 € de plus. Et à ce titre, le département passe sa subvention de 1,2 million à 1,4 million si on fait du neuf. Et préfère, eux aussi, que ça soit du neuf. Donc, ça nous est accordé. La maîtrise d'ouvrage sera communale et ce n'est pas une avance, c'est bien une subvention exceptionnelle. Donc, c'est une subvention exceptionnelle qui a été obtenue et effectivement, le coût a été proratisé. Si on avait fait, et notamment, on pense, même si ce n'est pas définitif, mais on pensait de façon assez précise
notamment à mettre les archives dans un endroit qui soit mieux que ce qui est à l'heure actuelle, j'allais dire un grenier, une mansarde, et que ça soit en termes de sécurité ou que ce soit en termes de conditions de travail ou d'accès pour les Auvillois, quelqu'un qui sera handicapé, il n'y a pas d'accessibilité. Donc c'est la raison pour laquelle on garde 2 niveaux pour la collectivité et qui effectivement paierait l'autre partie, l'ensemble de l'opération faisant 5 millions hors taxes. Donc c'est le prix proratisé, les 2 derniers étages 2,5 millions, les 2 premiers 2,5 millions. Et donc la durée de travaux est quasi la même entre des travaux de réhabilitation très lourds et qui n'auraient pas forcément convenu. Donc effectivement, je crois qu'on a passé, et je crois qu'il est de l'avis de tous les techniciens, mais ça s'est fait dans des délais assez courts, c'est-à-dire on voulait avoir l'assurance, justement, et c'est une partie de votre question, et je vous répondrai de façon, j'allais dire, tout à l'heure dans les questions, c'était l'une des raisons qui ont fait qu'on est passé de l'un à l'autre. En termes de temps, à 1 mois près, c'était la même chose pour la livraison. Et deuxièmement, on avait un bâtiment, et il faut avouer que ce bâtiment n'a pas en termes d'architecture quelque chose qui soit tel qu'on ait envie de le préserver, et avec ses balcons d'un autre temps, avec ces 2 cages d'escalier, avec cet escalier intérieur, et puis une inaccessibilité. Donc si par exemple on met les archives à cet endroit, c'est un exemple, les archives pèsent très lourd. Et donc c'est mieux que l'on passe dans des endroits plus faciles et dans les premiers étages qu'au dernier étage, par exemple. Donc, et puis dans l'ensemble du projet, puisque ce sera l'objet d'une autre question de ce qui se fait autour avec les salles de cinéma et les salles de spectacle, c'est aussi une cohérence pour avoir quelque chose qui soit à proximité en termes d'équipement municipal, de bureaux ou de facilité d'accès. En ce qui concerne le fait, pourquoi pas remettre au rez-de-chaussée, eh bien, le travail qui a été fait avec les médecins, et ça ne les gêne absolument pas, d'ailleurs beaucoup de médecins sont en étage dans certains immeubles, le seul problème c'était les plateaux, et c'était bien l'objet de cette réhabilitation difficile à faire sans faire du neuf, et c'était l'accessibilité. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Non, oui, monsieur Vodka ? Ce point 3 suscite 3 observations. La première, c'est l'approbation du projet de démolition-reconstruction. Par contre, vous abordez des points qui me permettent peut-être d'éveiller un deuxième aspect. Il y a les murs, certes, donc ça, nous les approuvons avec plaisir. Deuxièmement, j'ai vu qu'il faut les affecter. Donc, il y a un certain nombre de médecins pour lesquels vous dites que vous êtes en concertation avec des professionnels de santé intéressés. La troisième question, c'est celle où j'aurais voulu quelques éclaircissements. La notion d'affectation, elle ne dépend pas des personnes qui veulent utiliser les locaux, mais plutôt en termes de besoins. A-t-on déterminé d'une manière locale tous les besoins spécifiques dans un diagnostic territorial local, quantitatif et qualitatif par rapport aux opportunités d'ouvrir tel ou tel cabinet de médecins généralistes, de contrôle ou d'expertise? Donc je voulais savoir s'il y a une demande qui a été faite dans ce domaine, si vous avez déjà eu des échos. Alors, je ne porte pas de jugement, parce que d'abord, je n'en ai pas les moyens ni la compétence. Par contre, quand vous dites que le projet est initié, ça veut dire peut-être quelque part, vous allez peut-être davantage avoir d'informations. Je voulais simplement émettre un souhait. Ce souhait, c'est simplement de rappeler que le médecin généraliste est celui qui est le pivot et le lien social de notre cité, comme partout ailleurs en France. Il est important que ces généralistes-là puissent éventuellement avoir, je dirais, les moyens d'aider à mettre en place cette belle maison, cette maison de la santé, dans ces parcours de soins qui sont indispensables. Et il est sûr qu'il semblerait déplacé d'affecter avant même qu'il n'y ait eu, je dirais, un examen particulier pour savoir quels sont les éléments, quelles sont les activités qui devraient être mises en place. J'ai lu avec attention tous les rapports de l'ARS avant de venir. Je les avais écrits et je ne voulais pas imposer. Je restais transparent par rapport à ce que j'avais pu comprendre. On y parle de ZAP, de zones d'action concertée, non pas de zones agricoles partagées. Vous voyez les confusions. Il y a aussi les ZIP, les zones d'intervention prioritaire, etc. Peut-être les médecins ne les connaissent pas, mais malgré tout, l'ARS développe
une étude qui est régionale et qui ne correspond pas forcément à nos spécificités. Donc je voulais savoir, et ça c'est vraiment une demande tout à fait simple, hein, tout à fait modeste, de savoir si vous avez peut-être déjà anticipé les futures je dirais, affectation de ces locaux, ou est-ce que vous n'envisagez pas de le faire? C'est tout simplement ma question. Mais je reste à ma place et je ne demande rien. Je voulais simplement savoir si cette question vous semblait utile, pertinente ou pas du tout. Voilà, merci bien. Alors, dans l'absolu, elle est pertinente. Dans la réalité, vous avez déjà eu un certain nombre d'informations dans ce Conseil. Quand on vous a dit qu'on travaillait avec le RPS et l'ARS, j'ai là un document, les soins en libéral, état des lieux et perspectives. Donc le travail était bien fait avec les instances médicales. En ce qui concerne les médecins, il y a eu à minima 3 réunions, si ce n'est 4 ici, avec les médecins qui s'intéressaient à cela. Dans la question qui a été posée par Madame Bellala, et auquel je répondrai tout à l'heure, il y a effectivement un travail qui est fait, parce que c'est non seulement pour éviter que des médecins repartent de houille, c'est aussi pour permettre à de nouveaux médecins d'arriver. Et dans les médecins que l'on a et que l'on a pris, il y a 2 maîtres de stage, par exemple. En ce qui concerne la diversité des professions médicales, ça a bien été vu par rapport à, effectivement, ce qui semble manquer sur cette ville. Donc, et c'est fait avec des constats, puisque vous avez le nombre, j'allais dire, de patients, le nombre d'actes, et donc à partir de ça, dans cette ville, donc ça on peut le savoir, hein, ne serait-ce qu'avec les remboursements, c'est sur cette base-là que l'on travaille. Mais je l'avais déjà dit dans cette salle. Donc la question me semble pertinente, sauf qu'elle avait déjà été évoquée ou suggérée. Et puis, en termes, j'allais dire, d'efficacité, c'est notre métier, enfin, je veux dire, la fonction d'élu n'est pas de connaître tous les métiers, mais de faire les concertations avec les bonnes personnes. Et en l'occurrence, avec le corps médical. Et d'ailleurs, les réunions ont porté non seulement sur ce centre-là, mais également sur la perspective rue de Stalingrad, où encore cette semaine, on a une réunion avec le bailleur pour pouvoir avoir et la disponibilité, ce qui va être fait, de locaux, avec déjà des médecins qui s'intéressent à un 2e centre médical dans cette ville, en attendant un 3e qui serait du côté de la gare, mais là, c'est à une échéance de 3-4 ans. Donc des efforts importants et de façon prioritaire sont faits sur cette ville dans l'esprit de ce que vous demandez et sur lesquels j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, mais je suis très heureux de pouvoir le faire à nouveau. Et dans les questions posées par Madame Bellala tout à l'heure, il y a aussi, puisqu'apparemment vous ne connaissez pas les questions qu'elle a posées, il y a aussi tous ces éléments. Donc je répondrai une 2e fois. Je voulais simplement savoir, par rapport justement à toutes ces maisons médicales, notamment celles que vous annoncez, est-ce que vous avez des informations par rapport au déploiement du guichet unique que la région met en place au niveau de l'ARS? Et est-ce qu'on a des moyens peut-être, à défaut d'avoir ce guichet unique, d'information et d'orientation? Car dans le parcours des soins, le vrai combat, c'est celui de savoir à qui on va s'adresser pour se faire soigner. Et en l'occurrence, il y manque de toute façon une organisation qui permette d'orienter utilement, efficacement les personnes qui en ont besoin et souvent dans la plus grande rapidité. Je voulais savoir si, dans le cadre de ce déploiement du guichet unique, vous avez des informations. Merci. C'est le principe du parcours de soins général. En général, un généraliste aide les personnes et c'est justement la raison pour laquelle il y a une base de médecins généralistes dans tous nos centres. Y a-t-il d'autres questions? Je vais donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Pour? À l'unanimité, je vous remercie. C'est tout? On est déjà aux questions orales? Oui. Donc j'ai 3 questions orales. Madame Bellala, je vous laisse la parole et dans l'ordre que vous voulez.
Je vais commencer par celle sur le centre de santé. S'il vous plaît. Je vais donc S'il vous plaît. Oui, Madame Bellala, je vous en prie. Oui, je vous remercie. Je vais donc commencer sur la question relative au projet de création d'un centre de santé. Donc, Monsieur le maire, nous avons appris l'an dernier le souhait de la ville de créer un centre de santé sur le territoire de notre commune. Nous vous avions d'ailleurs interrogé à ce sujet lors du conseil municipal du 22 novembre 2018. Vous nous aviez répondu à ce moment-là que, préoccupés depuis plusieurs années par les départs en retraite de professionnels de santé, 40% des médecins pratiquants à Houille ont plus de 55 ans, notamment de médecins généralistes sans perspective de reprise de leur cabinet, la ville avait en effet établi dès 2015 des relations avec certains professionnels de santé afin de préparer l'avenir concernant l'offre dans notre commune et qu'elle avait également mis en place une collaboration avec l'Agence régionale de santé ainsi qu'avec l'Union régionale des professionnels de santé, afin d'avoir un diagnostic précis de l'offre sur notre commune. Vous aviez également indiqué que l'adaptabilité des anciens locaux des services techniques situés rue Félix Toussaint était à l'étude, afin d'y créer un futur centre de santé. Site en centre-ville, utilisation des 2e et 3e étages, soit environ 260 mètres carrés, avec ascenseur, accessibilité, sortie de secours. L'objectif était de regrouper dans ce futur espace différentes professions médicales, médecins généralistes, spécialistes, dentistes, infirmiers, podologues, kinésithérapeutes, orthophonistes, et de rendre le projet attractif pour de nouveaux et jeunes médecins. Enfin, concernant le financement, vous nous indiquiez que les travaux de transformation des anciens locaux pourraient être largement subventionnés par les organismes compétents et par la ville. Le supplément de l'Auvillois paru fin 2018, bilan de mi-mandat, confirmait l'étude de la transformation des locaux existants pour une ouverture du centre de santé début 2020. Et en février cette année, le budget primitif 2019 prévoyait une enveloppe de 200 000 € pour la réalisation du centre de santé. Quelques mois plus tard, nous apprenions via le relevé des décisions du maire transmis pour le conseil municipal du 23 mai dernier que vous aviez fait une demande de subvention auprès du conseil départemental des Yvelines dans le cadre de l'appel à projet de soutien départemental aux maisons médicales et que la ville avait décidé de réaliser le projet de centre de santé sous maîtrise d'ouvrage communal. Le projet de création d'un centre de santé revient ce soir sur la table du conseil municipal au travers d'une délibération figurant à l'ordre du jour. Nous apprenons donc aujourd'hui que finalement le projet de transformation des locaux existants est abandonné et qu'il est prévu désormais de détruire le bâtiment existant et d'en construire un nouveau au même endroit. Vous rappelez dans le rapport de délibération que les contraintes du bâtiment existant, les obligations de performance énergétique ainsi que le souhait de répondre de manière optimum aux besoins des professionnels de santé engendraient une réhabilitation très lourde sur la structure existante sans parvenir à apporter toutes les solutions optimum. C'est pourquoi la perspective d'une démolition-reconstruction d'un bâtiment neuf a été jugée plus pertinente. Le futur pôle médical serait situé au 2e et 3e étage de la nouvelle construction. Chaque niveau disposera d'une surface de 317 mètres carrés, dont 295 mètres carrés de surface utile, soit une surface utile de 590 mètres carrés environ. Le coût global de l'opération est estimé à 2 575 162 € hors taxe, avec un plan de financement comme suit: 1,4 million financé par le département, 250 000 € par l'Agence régionale de santé et 925 000 € de fonds propres, donc du fonds de la commune. Cette délibération amène différentes questions de notre part. Le projet n'étant désormais plus le même que prévu initialement, ouverture d'un espace de santé dans un nouveau bâtiment plutôt que l'aménagement de locaux existants, qu'en est-il de la demande de subvention annoncée en avril 2019 ? Un nouveau dossier de demande devra-t-il être constitué ? Concernant toujours le financement, en avril 2019, vous indiquiez lors de la demande de subvention avoir fait le choix de réaliser un centre de santé sous maîtrise d'ouvrage communal. Ce choix est-il maintenu et est-ce que cela n'implique pas dans ce cas que l'aide du département est en fait une avance remboursable? Le coût prévisionnel des travaux est de 2 543 563 € hors taxe, mais il est proratisé. Quel est donc le coût total de l'opération de démolition de reconstruction? Quand aura lieu l'appel à projet pour la construction du nouvel immeuble? Quelle est l'utilisation prévue pour le rez-de-chaussée et le premier étage? Les professionnels de santé s'installant, eux, au 2e et 3e étage d'un bâtiment qui aura donc au plus, sauf erreur, 3 étages, soit 4 niveaux. Le plan prévisionnel de futur immeuble n'est pas joint à la délibération. Quel est le calendrier prévisionnel de la réalisation?
Qu'en est-il des professionnels de santé qui s'installeraient dans ce futur centre de santé? Combien seraient-ils? Sont-ils à ce jour déjà tous identifiés? Y travailleront-ils à temps complet ou à temps partiel? Il était également question d'attirer de nouveaux et jeunes médecins. Quelles sont les perspectives à ce niveau? Quel est le conventionnement prévu? Le sujet de la sectorisation étant un point très sensible. Et enfin, quand est prévue la phase de concertation avec les Auvillois pour leur présenter le projet et recueillir leurs avis? En vous remerciant de vos réponses. Merci. Madame, je vous remercie pour cette question qui a le mérite de rappeler notre initiative et l'ensemble de nos démarches en la matière. D'ailleurs, la longueur de votre question, qui n'est pas pour le moins synthétique, le rappelle. Mais je vais répondre précisément à chacune de vos interrogations, tout comme je viens de le faire lors de cette séance du Conseil municipal. Cette délibération acte la nouvelle hypothèse retenue pour la réalisation de ce programme. Par conséquent, elle débouchera sur une nouvelle décision municipale sollicitant les cofinancements qui annulera et remplacera la précédente demande, qui passera d'ailleurs d'1,2 million à 1,4 million en ce qui concerne le département. Le projet actualisé reste sous maîtrise d'ouvrage communal et non, l'aide du département n'est pas une avance remboursable, mais bel et bien une subvention qui, avec ce nouveau projet, devrait passer de 1,2 à 1,4, je le rappelle. Le coût prévisionnel total de l'opération sur l'ensemble du bâtiment est de 5 070 000 €. S'agissant de l'utilisation du rez-de-chaussée du premier étage, c'est une opportunité de destiner ces espaces aux services municipaux et de rester ouvert sur des destinations potentielles utiles aux services des Auvillois. Une belle opportunité de mutualisation des coûts en une seule opération, de rationalisation du patrimoine communal et de modernisation du centre-ville. Le calendrier prévisionnel de réalisation est le suivant. Phase avant-projet sommaire, avant-projet définitif, octobre 2019 à janvier 2020. Phase dossier consultation entreprise permis de construire, février à mai 2020. Consultation juin 2020 à septembre 2020. Travaux octobre 2020 à janvier 2022. Par appel à projet, j'imagine que vous faites référence à l'appel d'offres dont je viens de vous préciser la planification. L'utilisation du rez-de-chaussée et du premier étage sera étudiée en temps voulu, l'urgence du moment étant de réaliser le projet médical attendu, tout en saisissant l'occasion pour mutualiser les coûts de ce chantier et rationaliser le patrimoine communal. J'y reviendrai à la fin de ma réponse. Dans sa conception, le projet veillera à permettre l'implantation ou la réimplantation de services utiles aux Auvillois dans de bonnes conditions fonctionnelles et d'accessibilité. Pour votre sixième question portant sur les professionnels de santé, notre ville a procédé en plusieurs étapes afin de mettre en œuvre le partenariat et la concertation nécessaires à la réussite de notre projet. Un travail avec l'Union régionale des professionnels de santé qui a permis de réaliser un diagnostic sur le territoire de notre commune, des médecins qui vieillissent, des jeunes générations qui ne suffisent pas à assurer le renouvellement, des spécialités plus touchées que d'autres, médecine générale, ophtalmologie, gynécologie, obstétrique. D'autres types de pénuries, dentistes, kinés, orthophonistes, une répartition hétérogène sur le territoire, une demande de soins en augmentation et plus exigeante. Plusieurs rencontres ont eu lieu auxquelles ont été invités tous les professionnels de santé de Houille. La recherche par notre collectivité de diverses possibilités d'installation dans les différents quartiers de la commune, d'où un partenariat avec un bailleur situé rue de Stalingrad pour une deuxième maison médicale dans notre ville. Un engagement des professionnels de santé qui étaient intéressés par le fait d'intégrer le pôle santé que j'appellerai pour l'instant Toussaint. Les modalités précises de fonctionnement de la structure ne sont pas complètement définies aujourd'hui. Elles seront en accord avec les professionnels de santé. Respectant le cahier des charges d'un pôle médical, ce projet de santé pourra être simple au démarrage et s'étoffer au fur et à mesure du temps et de l'expérience acquise au sein de la structure. La composition de l'équipe municipale souhaitée au démarrage, à minima, est de 4 médecins généralistes, dont au moins un médecin étant maître de stage, pouvant accueillir des internes et des externes. Des cabinets seront réservés pour l'installation de nouveaux médecins généralistes. 3 spécialistes, gynécologues, pédiatres, ophtalmologues, dont on constate le déficit sur la commune. Accueil éventuel d'autres professions de santé de manière pérenne ou ponctuelle.
d'autres professionnels de santé tels que kinésithérapeutes, infirmiers notamment. Un groupe de médecins de Houille déjà constitué en groupement professionnel a été retenu. Il s'agit de 2 médecins généralistes, 2 médecins généralistes maîtres de stage, un cabinet d'infirmiers, un kinésithérapeute. Des rencontres régulières avec ce groupement de professionnels permettra de tenir compte du cahier des charges que ces derniers ont élaboré afin d'adapter au mieux les locaux à leurs besoins professionnels. L'accueil à terme de nouveaux médecins est un objectif majeur de ce projet. Il est naturellement trop tôt compte tenu du planning prévisionnel de construction pour publier des annonces, mais ce sera fait si nécessaire. Outre la réservation de cabinets laissés libres qui leur seraient dédiés, plusieurs aspects du projet sont de nature à favoriser l'attractivité pour de nouveaux généralistes. La maîtrise d'ouvrage municipale permettra de proposer des loyers maîtrisés et attractifs, tant pour des professionnels en activité que pour de nouveaux médecins. L'accueil d'au moins un médecin généraliste maître de stage constitue une opportunité de fidéliser la patientèle de Houille et inviter à choisir notre ville pour s'installer, en particulier dans un bâtiment totalement neuf et accessible à loyer maîtrisé en centre-ville. Parallèlement, d'autres projets sont en cours afin de compléter cette démarche, notamment rue de Stalingrad, où d'autres professionnels de santé pourront être accueillis dans des locaux appartenant à un bailleur social. À propos de la concertation, je vous ai exposé dans quelle mesure elle a été menée dans la durée avec les principaux acteurs concernés, qui sont les professionnels de santé auvillois eux-mêmes, et elle se poursuivra avec ceux ayant formulé le choix de s'installer dans ce nouvel espace. Les Auvillois connaissent la localisation et la nature du projet depuis déjà un certain temps, notamment à travers le bilan d'étape que vous évoquiez, mais aussi parce que le projet a été évoqué en conseil municipal et surtout lors des dernières réunions de quartier, au cours desquelles l'initiative municipale de cet équipement a toujours été très favorablement appréciée. Si, comme les Auvillois, vous attendez cette réalisation avec impatience, les principaux intéressés ayant été concertés, il est temps de passer à l'action, une action concrète pour espérer tenir le planning que je vous ai présenté. Pour finir, j'aimerais rappeler que ce projet s'inscrit dans la logique de notre action municipale. Il n'était pas inscrit parmi nos engagements de campagne que vous évoquez dans votre question suivante. Pourtant, nous avons su observer l'évolution de la commune en matière d'accès aux soins et adapter nos priorités à celles des Auvillois. L'objet de la délibération de ce jour n'est pas de lancer un nouveau projet médical, mais d'en adapter le scénario de réalisation, passant d'une réhabilitation lourde à la création d'un équipement neuf à coût quasiment constant pour les 2 étages dédiés à ce centre de santé. Vous n'êtes pas sans le savoir, si vous observez le budget annuel d'investissement, combien l'entretien du patrimoine communal ancien est coûteux. Outre la satisfaction d'un besoin capital pour les Auvillois, ce projet est l'occasion d'une gestion active de notre patrimoine. Les 4 étages bâtis seront désormais totalement accessibles aux dernières normes à tout point de vue, y compris en matière de performance énergétique. À assiette financière comparable, comment ne pas se saisir de cette opportunité de moderniser notre patrimoine et notre centre-ville? Je vous laisse évoquer une deuxième question. La deuxième question porte sur le projet de création, cette fois, d'une salle polyvalente et de salles de cinéma. Monsieur le maire, la création d'une salle polyvalente et de salles de cinéma faisait partie de vos engagements de campagne en 2014. Vous avez régulièrement, durant ce mandat, confirmé vos intentions de réaliser ces projets dans les anciens locaux des ateliers municipaux. Et lors de la présentation du budget primitif cette année, figurait la somme de 200 000 € pour le concours d'architectes pour la salle polyvalente. Pouvez-vous nous dire où en sont aujourd'hui ces projets ? Vous avez en effet annoncé que c'est l'espace appelé le Dôme qui devait être transformé en salle polyvalente. Où en est l'étude de la faisabilité d'une telle transformation et pour quel coût prévisionnel ? Quelles en seraient ses utilisations ? Organisation de spectacles, conférences, autres ? Quelle en serait la capacité d'accueil, sachant qu'une ville comme la nôtre serait en droit de se voir dotée d'un nouvel équipement culturel d'une capacité de 400 places minimum ? Quel serait le coût de fonctionnement d'une telle structure ? Et qu'en est-il de la création des salles de cinéma ? Qui serait le partenaire de la ville ? Combien de salles devraient-elles être créées ? Combien de spectateurs pourraient être accueillis ? Et quel serait le coût prévisionnel ? Création des salles et fonctionnement. Enfin, quand avez-vous prévu de lancer une phase de concertation avec les Auvillois ? En vous remerciant par avance de vos réponses.
Madame, la somme des 200 000 euros a été positionnée au budget primitif 2019 afin de permettre à la direction des services techniques d'entamer le démarrage des pré-études. Ces dernières intègrent l'ensemble des diagnostics avant travaux et relevés divers nécessaires à la rédaction d'un programme en cours de réalisation. Ce programme doit permettre d'identifier et de répertorier tous les besoins nécessaires à la réalisation du projet. C'est aussi à partir de celui-ci que sera lancée une consultation permettant de retenir une maîtrise d'œuvre. En période d'études, les services techniques ne sont pas encore en mesure de communiquer sur la capacité d'accueil, sur l'équipement, ni sur le coût de fonctionnement de celui-ci, mais je suis d'accord avec vous, il devra largement dépasser, du moins dépasser les 400 places. L'analyse des coûts de fonctionnement de la future structure sera une des missions réalisées par le maître d'œuvre. J'aimerais surtout revenir sur le fond de votre question et plus largement des 3 questions que vous posez ce soir et qui questionnent l'avancement des projets. Tout d'abord, vous faites des références à nos engagements de campagne de 2014 et vous avez raison car ils sont la feuille de route d'un mandat. J'aurais trouvé élégant qu'au moins une fois dans vos questions, il soit rappelé combien ce mandat a été historiquement perturbé par toutes les réformes nationales qui se sont succédées et dont les impacts municipaux se sont dans toutes les communes ressentis, et ce, postérieurement à l'élaboration des programmes, tout comme vient de le rappeler le président de la Haute-Chambre lors du Congrès des maires des Yvelines. Je citerai notamment une réforme forcée de l'intercommunalité dont les contours et les missions ont été redéfinis, ce qui, partout dans notre pays, a consommé un temps et une énergie aux élus et aux services au détriment de l'avancement de leurs projets. Il y a aussi, nous l'évoquons souvent, les réformes sur le logement qui se sont littéralement enchaînées. Allure, Duflot, égalité et citoyenneté, élan. À chaque fois, de nouvelles règles à prendre en compte, les plus importantes étant cependant les 2 premières citées. Tant elles ont démultiplié nos obligations en matière de production de logements sans se soucier de l'opinion des Auvillois et démultipliant de fait le temps consacré à la protection de notre ville. Bien entendu, je termine cette liste non exhaustive par les réformes financières que nous avons subies et que vous ne pouvez ignorer. Entre 2014, année de l'élection de l'équipe et l'élaboration du programme que vous évoquez, et 2018, la commune a perdu près de 4 millions d'euros de recettes annuelles par an, fruit de toutes réformes combinées, la plus impactante étant la réduction drastique des dotations de l'État. Et je viens d'apprendre encore qu'il y aurait des baisses, ça sera rajouté à ce compte rendu, notamment sur l'aide de la caisse primaire d'assurance maladie sur les modes de garde de nos enfants. Pour que chacun mesure ce chiffre, 4 millions d'euros, c'est l'équivalent de 10% des recettes prévues au budget de fonctionnement de 2018, ou encore plus parlant, l'équivalent de près d'un équipement public par an. La conclusion est évidente. Lorsque les ressources municipales sont drastiquement ponctionnées, la cadence des projets est nécessairement ralentie. Aucun projet ne peut se lancer sans financement, à moins d'augmenter les impôts. Au regard de ce contexte particulièrement perturbé, nous sommes fiers du bilan que nous avons publié en décembre dernier et qui a montré combien nous avions été capables de réaliser ou engager la très grande majorité de nos actions, et même d'engager certains qui n'étaient pas prévus, tel le centre de santé que nous venons d'évoquer et que nous avons lancé en priorité. Pour revenir à ces 2 projets que vous évoquez, là encore, nous pouvons être fiers, puisque malgré tout ce qui vient d'être dit, à ce stade, nous avons fait le nécessaire pour les rendre possibles. Tout d'abord, l'espace nécessaire, celui des anciens ateliers, a été libéré grâce à la réalisation du projet de nouveau centre technique municipal. Projet qui, comme beaucoup d'autres, a connu quelques ralentissements en raison notamment de la raréfaction des ressources financières. Ensuite, comme vous le savez, nous avons récemment conduit puis adopté en conseil municipal une modification du PLU afin de lever toute complication juridique que pourraient rencontrer ces projets de cinéma et de salles polyvalentes. Vous ne pouvez l'ignorer. Enfin, s'agissant du cinéma, vous connaissez le contexte puisque vous avez assisté à la dernière réunion publique au cours de laquelle j'ai évoqué cette actualité. L'opérateur économique qui souhaitait initialement s'engager à nos côtés a été vendu. Malgré ce contretemps, je reste au contact d'opérateurs de la distribution cinématographique et le contexte n'a pas changé. Aujourd'hui, plus qu'hier,
il y a un réel besoin de salles de projection de centre-ville nécessaires à une large projection sur des périodes, projection de films sur des périodes désormais bien plus courtes d'exploitation. Aussi, les distributeurs voient comme nous un intérêt majeur dans le site que nous avons à proposer en plein centre de ville de Houille. Ces deux projets semblent bien trop importants pour les sacrifier à la précipitation. Les études en cours devraient d'ailleurs nous préciser s'il est plus pertinent de travailler sur cet espace dans les bâtis existants à requalifier ou bien, comme pour le centre médical, d'envisager des constructions neuves et dans quel volume. Et là, je parle de la partie atelier. Nous ne manquerons pas de vous en informer. Une seule certitude à ce jour, ces projets se feront, rien ne s'y oppose aujourd'hui. Vous connaissez ma pugnacité et celle de mes collègues pour défendre cette ville et ses projets. Votre dernière question, Madame Benalla ? Dernière question sur le devenir de la maison Schulcher. Monsieur le maire, nous vous interrogeons régulièrement concernant le devenir de la maison Schulcher, que la ville a depuis longtemps le projet de transformer en historial, ou alors maintenant en maison des illustres, je ne sais pas. Pouvez-vous nous faire un point d'étape, 8 ans maintenant après l'acquisition de la demeure par la ville ? Houille ayant adhéré en début d'année en tant que membre fondateur à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, quelle perspective exacte cela donne-t-il au projet ? Cette fondation est présidée par Jean-Marc Ayrault, qui a effectué cet été une visite privée de la maison. Quelles actions sa venue dans notre ville et sa réception en préfecture qui a suivi ont-elles pu ouvrir ? En vous remerciant par avance de vos réponses. Pardon. Madame, ma réponse ne sera pas différente de toutes mes interventions, et nombreuses, et claires dans ce conseil municipal. En effet, tout comme je vous en informais en conseil municipal le 27 juin de cette année, M. Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, président de la mission de la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions, était présent dans notre commune le 3 juillet dernier pour une visite privée de la maison de Victor Schellcher. M. Ayrault m'avait fait part de son souhait et de son intérêt, comme futur président de la Fondation, mais aussi à titre personnel, de découvrir la maison où vécut Victor Schellcher. Il était accompagné de M. Henri Jean, directeur de la mission, étaient également présents M. Jean-Jacques Brault, préfet des Yvelines, et M. Stéphane Gros-Vogel, sous-préfet des Yvelines. Comme vous le savez, la ville de Houille a décidé de s'engager très tôt dans le projet de constitution d'une fondation nationale pour la mémoire de l'esclavage, initié par le président Hollande. Ce projet a fait l'objet d'un rapport de préfiguration rendu en mars 2017 par Lionel Zinsou, puis de la création d'une mission de la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions, présidée par Jean-Marc Ayrault. La municipalité, qui avait déjà pour projet de créer une structure promouvant la mémoire de l'esclavage et des combats pour l'abolition, s'est associée très en amont de ce projet national qui répondait à notre philosophie, mais avec force de frappe et un rayonnement potentiellement décuplé et à un coût optimisé pour les Auvillois. Ainsi, notre ville a-t-elle pris contact dès février 2018 avec la toute nouvelle mission de la mémoire de l'esclavage, étant ainsi l'une des toutes premières collectivités locales à effectuer cette démarche. La ville de Houille a pu établir des relations privilégiées avec l'équipe de la mission. 3 mois plus tard, en mai 2018, le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, confirmait le projet de fondation. L'année 2018 a été consacrée à la recherche de financement qui s'est achevée avec succès et à l'obtention de la reconnaissance d'utilité publique validée par le Conseil d'État il y a seulement 9 jours. La création de cette fondation, qui a vocation à mettre en réseau les acteurs nationaux, voire internationaux, de la mémoire de l'esclavage, est une opportunité exceptionnelle pour la ville de Houille. Si le siège de la Fondation se situera pour des raisons symboliques, place de la Concorde, à l'hôtel de la Marine, ancien siège du ministère des Colonies, où Victor Schellcher signale le décret d'abolition de 1848, la Fondation ne disposera que d'une surface modeste, insuffisante pour la réalisation concrète d'animations, d'expositions ou de colloques. Aussi, le projet de création d'un historial dans et autour de l'ancienne maison de Victor Schellcher à Houille, unique projet de ce genre en région parisienne, tombe-t-il à point nommé. Et il nous semble important de rechercher une étroite complémentarité entre les deux projets. La Fondation est par ailleurs susceptible d'avoir des besoins plus spécifiques
l'idée d'un centre de ressources a ainsi été abordée. Le préfet lui-même m'a proposé d'organiser une première réunion notamment avec différentes instances, dont celle de cette mission, et également avec les services de la culture au niveau départemental et au niveau national. Si rien n'est acquis à ce stade, la perspective d'accueillir à Houille une partie des activités de la Fondation nationale de l'esclavage constituerait le meilleur gage de rayonnement pour notre propre historial. Aussi, nous est-il apparu essentiel de ne pas figer notre projet avant de connaître les besoins exacts de la future Fondation en termes d'équipement, afin de rechercher la meilleure complémentarité possible. L'équipe de la mission de préfiguration nous a fait savoir qu'elle n'était pas encore en mesure de répondre avec précision à cette question, notamment en l'absence de certitude sur l'ampleur des ressources dont elle disposerait. La publication imminente du décret portant création de la Fondation et la mise en place de ces instances en ce mois d'octobre 2019 devrait nous permettre d'en savoir plus au premier semestre de l'année 2020. Quoi qu'il en soit, la ville de Houille peut se targuer d'avoir porté ce projet qui ne peut qu'apporter des opportunités pour notre projet d'historial, que ce soit en termes de financement, d'investissement et, nous l'espérons, en termes de fonctionnement. C'est pourquoi, par délibération du conseil municipal le 10 janvier dernier, avons-nous voté à l'unanimité l'adhésion de notre ville comme collectivité fondatrice à la future fondation, moyennant une dotation initiale et définitive de 10 000 €. Ce statut nous permettra de siéger de droit au Conseil des territoires et d'élire un représentant au conseil d'administration. Notre ville rejoint ainsi l'un des buts de la Fondation, celui de rassembler en réseau les mémoires en valorisant les héritages culturels, artistiques et humains issus de cette histoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions dans toute leur richesse et leur variété. Cette visite s'est donc inscrite dans le travail réalisé depuis plus de 20 ans par la ville de Houille pour honorer la mémoire de Victor Schœlcher. Constitution d'objets par un fonds municipal, acquisition en 2011 de la demeure auvilloise où vécut ce grand républicain. Nous l'avons déjà évoqué, la municipalité souhaite faire de ce lieu unique un historial vivant à vocation pédagogique, lieu destiné à devenir le support des combats idéologiques menés par Victor Schœlcher. Et c'est dans le cadre de ce partenariat et de cette collaboration avec la Fondation que la visite de la maison de Victor Schœlcher a été organisée. Ce bien devant devenir un lieu reconnu au niveau national, pour le moins, il est donc normal de ne pas en faire supporter les frais par les seuls Auvillois, mais ça, vous le savez déjà. Merci de votre présence toujours nombreuse à ce conseil municipal. La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le jeudi 21 novembre 2019 à 20h30, ici même, salle Victor Schœlcher. Prochaine séance du conseil communautaire, jeudi 14 novembre 2019 au pôle Chanorier à Croissy-sur-Seine. La séance est levée. Merci. Bonne fin de soirée.